Laurent Mauvigné, La maison vide, aux éditions de Minuit. L'objet principal est, j'allais dire, la recherche à partir de ma grand-mère sur le fait qu'elle a été tondue à la Libération. Et moi, j'ai entendu toute mon enfance une image sur ça, qui est l'image de mon père enfant, regardant sa mère se faire tondre. Moi, j'écris ce livre à partir de l'onde de choc, de cette humiliation familiale, de cette honte familiale qui est venue jusqu'à moi. Et j'ai essayé d'écrire un roman pour essayer de comprendre tout ça. Alors ce livre, je l'ai construit au départ à partir de mes souvenirs, mais qui ne sont pas des souvenirs vécus en fait, évidemment, mais qui sont des souvenirs des récits que ma mère me faisait sur ma grand-mère, sur mon arrière-grand-mère, etc. Mais les récits qu'elle m'en faisait, ils étaient soit lacunaires, il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas dans ce qu'elle me racontait, qui me paraissaient un peu bizarres, et puis surtout, d'une version à l'autre, quand ça changeait, je sais pas, quand j'avais 8 ans ou à 9 ans, j'avais l'impression que les images qu'elle m'en donnait n'étaient pas tout à fait les mêmes, quoi. Donc ça me perturbait beaucoup. Et puis quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai essayé de trouver des vrais documents, et en fait, j'en ai pas trouvé tant que ça. Et puis, au fur et à mesure que j'en trouvais, en réalité, je m'apercevais que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Vous savez, quand on est enfant, les histoires qu'on entend, on les vit. On les vit vraiment. On éprouve la peur, on éprouve la joie, on éprouve les choses. Et finalement, j'ai l'impression que les souvenirs de récits sont devenus des vrais souvenirs. J'ai voulu que dans le livre, on ait la sensation de vivre réellement des scènes. Mon narrateur, que je ne nomme pas, c'est pas moi. Donc ce que je lui fais vivre et dire à ce narrateur, c'est toutes les histoires auxquelles j'ai pu croire, que j'ai pu fantasmer, que j'ai pu inventer, que j'ai pu entendre, mais qui ne sont pas forcément la réalité vécue. J'ai utilisé des noms de mes aïeux, de mes ancêtres, qui sont leurs vrais noms et qui sont en partie leur histoire, et en partie mélangés avec aussi... plus j'avançais comme ça, plus je faisais à rebours, j'allais dans le temps, les images se mêlaient à des images de fiction, à des images de romans du 19e siècle. Donc on peut croiser les fantômes de Flaubert, de Balzac, de tout ça. Tout ça se mélangeait et je pouvais l'accueillir parce qu'il y avait ce rapport à la fiction. Et je me posais un peu la question de comment intégrer des personnes réelles ayant vécu avec des personnages de fiction. Et au fond, je me disais que leur nom en lui-même était une espèce d'évocation qui permettait de les imaginer comme des êtres de papier, en fait, quoi. Mais à partir de là, en pensant toujours que la fiction a un rapport très fort à la vérité et à l'intime. Fouiller. J'ai fouillé partout où j'étais pour ainsi dire sûr de la retrouver les yeux fermés. J'ai fouillé partout où j'étais certain qu'elle se cachait, puis dans les endroits où j'étais convaincu que je ne la trouverais pas, mais où je me suis raconté qu'elle avait pu échouer par je ne sais quel coup du hasard, me doutant bien qu'il était impossible qu'elle y soit sans que personne l'y ait mise. Et depuis quand aurait-elle atterri là? Je la revois dans les tiroirs de la commode. C'est par ici qu'il fallait commencer, j'en étais sûr. Par cette commode centenaire héritée de mon père, avec son plateau de marbre gris et rose fendu à l'angle supérieur gauche, son triangle presque isocèle qui n'a jamais été perdu et qui reste là, flottant comme un îlot en forme de part de tarte ou de pizza, mais cassé depuis quand et par qui, et qui n'a jamais été perdu ni jeté, même si la commode, en un siècle, n'a sans doute pas subi un seul déménagement, ou quelques-uns qu'elle n'aura vécu qu'à l'intérieur de la maison, passant peut-être, traînée par 2 saisonniers réquisitionnés pour l'occasion, du rez-de-chaussée au couloir de l'étage pour finir ici, dans la chambre du cerisier, qu'on appelle chambre du cerisier depuis toujours, en sachant que ce toujours a commencé bien avant moi et avant mon père, qui lui aussi l'appelait chambre du cerisier. Depuis toujours, nous a-t-il affirmé, sorte de vérité antédiluvienne, nimbée d'une aura qu'on percevait dans l'intonation qu'il avait en prononçant ce toujours, l'air impressionné par le mot, surpris même qu'on lui demande confirmation, comme s'il était indigné qu'on ait pu imaginer, nous, ses enfants, un avant le cerisier, un avant la chambre, comme si dans son esprit, chambre et cerisier étaient liés depuis l'éternité. Pour nous, c'est la chambre du cerisier et ce le sera encore longtemps,
Même si plus personne n'habite cette maison en hiver, les uns et les autres ne revenant s'y prélasser que pendant les vacances scolaires en avril, parfois des week-ends avant que débarque toute la fratrie, les femmes et les enfants d'abord, mais aussi les cousins, les cousines, les amis et les amis d'amis, tout ce petit peuple d'été qu'on retrouve tous les ans, sirotant à l'ombre du cerisier ou des magnolias, des négronis et des spritz pour les plus citadins d'entre eux, du rosé pamplemousse pour ceux qui sont restés vivre à une encablure de la maison.